cherche à tabasser. Ça, je vous le dis. Atchou, je dois lui donner quelques coups au popo pour grand banditisme. Donc, ils se retrouvent au Nigeria. Mais ils n'ont pas pu être reçus ni par Goodluck Jonathan, encore par, comment dirais-je, le président Buhari. Ce ne sont que les seconds couteaux qui les ont reçus. Mais avant d'y aller, Ferdinand avait imposé qu'une fois que ça aurait reçu, lui, il propose, je dis lui, Ferdinand, il propose le commandant Boko comme premier ministre. Les autres aussi qui voulaient ont accepté. C'est-à-dire, on n'a qu'à d'abord avoir le relationnel, lequel le relationnel va nous aider, et après on va voir. Chemin faisant, ils sont allés aux élections. La dynamique Monseigneur Kodjuro et Fond Yassine sont allés aux élections. La suite, vous la connaissez. Mais ce qui va marquer un peu Agbem Kodjo est que, une fois qu'on fera encore voler les élections, les Ferdinand n'ont plus trop mouillé le maillot que ça. Et c'est moi qui vais poser la question à Agbem Kodjo. Mais, président, je ne comprends pas. On dirait que mes confrères ne mouillent pas le maillot. Et c'est de là qu'il va me raconter l'histoire. Que bon, peut-être c'est parce que ce n'est pas lui qui a été choisi, choisi par la Cour constitutionnelle ou bien je ne sais quoi pour devenir président. C'est pour ça que les autres n'ont pas tellement mouillé le maillot. Et si vous vous rappelez bien, c'est le journal de Joël Egard et surtout la manchette qui aidait. Joël Egard, des fois, bon, il y avait moi-même qui vous parle, il y a eu des choses que j'ai dites qu'ils ont bien repris au journal de Joël et puis bon, de la manchette. Vous voyez? C'est comme ça les choses se sont passées. C'est comme ça les choses se sont passées. Ferdinand roulait pour le commandant Boko et les Agbem Kodjo aussi. Bon, eux, ils voulaient l'appui d'un journaliste talentueux comme ça. Je ne sais pas si Agbem Kodjo était devenu président. Ils allaient accepter que Boko devienne premier ministre ou pas. Ça, je saurais vous le dire. Sauf que quelques mois plus tard, ou bien une année plus tard, Ferdinand va faire un live. Et pas un live, il va faire une sortie dans laquelle il va faire l'apologie de Boko, comment ils se sont connus, comment ils sont des amis, comment Boko l'a aidé à construire sa maison, comment il l'a aidé à pouvoir financer la construction de sa maison. C'est-à-dire, il lui donnait quelques projets aussi. C'est comme ça. Ils ont travaillé. Et quand moi j'ai écouté, je suis sorti, j'ai dit, mais ça c'est très grave. Si nous les journalistes, on doit avoir des parrains. Mais c'est déjà trop grave ça. Avoir des parrains et au point de sortir les magnifier, surtout que ces parrains sont des hommes politiques, là c'est très grave. Là c'est très grave. Ensuite va venir le problème de l'AES, où Ferdinand traitait les militaires maliens de populistes. Mais là, c'était un peu la goutte qui a débordé le vase. C'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Non, on est sorti, c'est pas moi seul. Il y avait Joseph Takili, il y avait beaucoup qui sont sortis. Lui dit, mais dis donc, pour qui te prends-tu pour parler comme ça quand l'Afrique est pratiquement par terre? Et là, nous tous, on a dit, ça c'est un France africain. C'est seulement quand tu es derrière la France que tu peux savoir, avoir un raisonnement. Chemin faisant, il a contribué beaucoup à agisser le Togo. Ne serait-ce que par ses sorties, ne serait-ce que par ses fouilles méticuleux. Il est talentueux, vous l'aimez ou pas, il est très bon. C'est
un bon journaliste d'investigation. Mais maintenant qu'ils prennent les trucs et que tous ces trucs aillent en vrille, selon lesquels, bon, il est France-africain, il est ceci ou cela. Actuellement, je saurais vous le dire, il est pourchassé comme nous tous au Togo, que ce soit Marc, Gunti, Camus, Ali, Ferdinand. Nous ne savons pas aller dans notre pays. Mais on devrait faire un front commun pour chasser le dictateur. Après, on peut commencer par se battre. Quand vous le voulez ou pas, en politique, il y a des courants. Il y a des courants. Moi, je voudrais qu'on soit souverain, mais sous la coupole de la France. Moi, je voudrais que, bon, on soit souverain et on ne travaille ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec personne. Moi, je voudrais que, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça la démocratie. Vous n'allez pas changer quelqu'un qui a sa manière de voir le monde ou de le comprendre. Quelle est cette affaire que vous tirez depuis quelques jours, Ferdinand, ceci, Ferdinand et cela. Heureusement que moi je ne vous connais pas, vous trois. Il a quelqu'un avec qui il a travaillé. C'est qui? C'est le commandant Boko. C'est son ami. C'est son parrain. Il amène l'amitié et le parrainage au cœur de la République. C'est à nous de lui dire non. Vous pouvez être des amis, c'est votre problème. Mais si tu sors nous le dire, et que nous savons que ton ami est un homme politique, c'est très grave. Parce que Boko, le commandant Boko peut devenir président. S'il est président aujourd'hui, on fait quoi? Ferdinand ne peut pas nous dire qu'il va se mettre à le critiquer. Parce que lui-même, il nous a dit officiellement que c'est son parrain, c'est son ami. J'ai voulu dire à Egunti et dire à Marc aussi de comprendre que actuellement le problème n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo n'est pas Ferdinand. Le problème du Togo, c'est comment déraciner Faure Gnassingbé. Et avec ses escapades, ses sorties, je peux dire inappropriées, on ne peut pas aller de l'avant. On a laissé carrément Faure Gnassingbé et on est en train de se taper dessus. Celui-là est France-africain, celui-là ne l'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai voulu rétablir la vérité. Oui, il a été à Abuja. Oui, c'était pour voir Bouhari. Oui, ils n'ont pas pu voir Bouhari. Encore moins Godlock, Jonathan. Mais ils ont vu les seconds couteaux. Et ça n'a pas été quelque chose de sérieux que ça. Si vous vous rappelez dans mes sorties, j'ai fait des éléments audio, j'ai dit attention. Il y a eu des journalistes qui roulaient pour des hommes politiques. Je parlais de Ferdinand. Parce qu'en ce moment-là, c'est comment sauver le Togo. Ce n'est pas comment voir qui va être Premier ministre du Togo. D'autant plus que ce qui a partagé, on ne l'a pas encore devant nous. C'est le pouvoir. Vous n'avez pas encore le pouvoir, chacun dit, bon, moi je vais amener celui-là, moi je vais amener celle-là. Voilà, j'ai voulu rétablir la vérité. Cessez de vous battre, ça ne sert à rien. Cessez de vous humilier, ça ne sert à rien. Cessez de vous insulter, ça ne sert à rien. Ce qui sert maintenant, c'est comment mettre du feu aux fesses de quelqu'un qui nous brime. Sinon, nous tous là, nous allons vieillir ici. Hein. Si fort est encore au pouvoir, ce qui veut dire nous allons vieillir ici. Moi, je veux rentrer. Je ne suis pas venu en Europe pour rester. Je veux rentrer chez moi. Le Togo, là, c'est chez moi. Donc, on doit faire en sorte de chasser Faure Gnassingbé. Et tout le monde maintenant peut aller vaquer à ses occupations. Mieux servir le Togo avec l'expérience qu'il a acquis chez les Blancs. Heureusement, nous tous, on vit chez les Blancs. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire, les hommes, les vrais hommes, se tapent dessus. Et après, ils vont prendre un pot ensemble. Bonne journée à vous trois et que la paix du Seigneur soit avec vous. Camus Ali. Voilà ce que quelqu'un qui était proche a dit.
La seule différence, c'est la date. Et comme je l'ai dit, je m'excuse à Ferdinand parce que la date que j'ai donnée n'était pas la vraie date. Les faits restent les mêmes. Voilà. Mais ma source, Camus Ali, l'histoire qu'il a racontée est exactement ce qu'on m'a raconté. La seule petite différence encore là-bas, c'est que ma source m'a dit que Ferdinand a pu voir le président. Ferdinand aussi a dit dans son live du dimanche surpassé, qu'il a pu voir le président. La proposition de ministre, et il a insisté, vous avez entendu. Fast forward, rappelez-vous quand on avait arrêté Bojona, le feu Bojona. Ferdinand avait été très instrumental pour sa libération. Il était puissant au Togo, son journal était puissant. Nous le savons tous. C'est comme ça on l'a connu. C'est pour cela que le gouvernement voulait l'éliminer. Et nous nous rappelons que quand Agbayome avait remporté les élections, son gouvernement provisoire, ce n'était pas Boko qu'il avait choisi comme premier ministre. Donc, j'ose croire que le feu Agba, j'ose croire que ceci va enterrer l'histoire. Et je voudrais encore retourner pour rappeler aux gens pourquoi j'avais sorti cette histoire. J'étais en train d'expliquer aux gens. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas entre moi et Ferdinand? Je lui ai expliqué que c'est parce que j'attaque son parrain. Et son parrain est France-Afrique. Et ça, je reste derrière ça. Boko, il a été commandant et il a été... C'est la France qui l'a formé. Et l'histoire du Togo et l'histoire de toute l'Afrique, tous les généraux, les commandants, les capitaines qui ont fait des coups d'État et qui ont trahi, ont été formés en France. Dans le monde, tous ceux qui ont été formés en France et qui ont fait des coups d'État ont trahi leur peuple. Et je ne crois pas que Boko sera une exception. Et c'est pour cela que je parlais de lui. J'avais bien dit que c'est Boko et le feu Agba qui étaient instrumental et c'est lui qu'ils ont représenté. Les gens me demandaient qui était Ferdinand. C'est parce qu'ils avaient confiance en lui. Et moi, je l'ai dit, malgré que je savais l'histoire, la manière dont Ferdinand dénonçait les gens, moi, je savais que c'était un atout pour la lutte. Et j'ai accepté. Moi, j'étais clair avec lui. Ma position avec Boko. J'étais clair quand il avait... Et quand le MNL avait utilisé Ferdinand et son panel sur TikTok pour leur inauguration. Je n'ai pas du tout aimé. Et moi, je suis dans la vérité. Et je n'ai pas peur de demander pardon et de m'excuser si j'ai fait d'erreur. Et je le dis encore, j'ai seulement fait d'erreur de date. Et vous allez vous rappeler que quand j'étais sorti le lundi ou bien le mardi dans mon live, pour répondre aux gens, j'ai dit, j'ai eu la date, je n'avais pas encore considéré, j'attendais ma source. Jusqu'à présent, ma source ne m'est pas encore revenue avant que la sortie de Camilla n'étaye ça. Mais j'attends toujours ma source. J'ai dit, je peux avoir tort sur la date, mais j'insiste et je persiste sur les faits, parce que je suis un homme de reçu. Et quand je viens ici, je fais des déclarations, ne m'essaye jamais. Sur ce, je vais arrêter cette histoire-là pour de bon. Ceux qui ne connaissent rien de la politique, s'ils savent prêcher, qu'ils prêchent à leur brebis. Et c'est ça, c'est comme ça qu'ils arrivent à cotiser, et c'est comme ça qu'ils arrivent à acheter leurs chaises en or. C'est comme ça qu'ils arrivent à acheter leur voiture, et c'est comme ça qu'ils paient leur loyer. Quand vous faites leur background check, vous allez voir que c'est des gens qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas d'histoire de travail. Ils ne sont pas comme nous qui sommes venus ici, qui ont ramassé des cartes à Ivy.
qui ont délivré des pizzas à Pizza Hut, qui ont travaillé à McDonald's, qui ont ramassé des ordures et qui ont eu la chance aussi à avoir de grands boulots par la grâce de Dieu. Ceux qui ont travaillé avec notre main. Sortir, s'asseoir dans une chaise en or pour vociférer ne fait pas de toi un véridique. Tu as été toujours un menteur de pasteur. Tu as toujours exploité les Togolais aux États-Unis. Si tu viens vers moi, charge bien ton fusil, parce que je suis un homme de reçu. Est-ce que Messan est là? Si Messan est là, et s'il vous plaît, oh, c'est avec peine. C'est avec peine que je vais dire ceci. Le compte de la légende a été banni. Le compte de la légende a été banni. Et la légende, on va se parler pour voir si la compagnie là avec laquelle nous travaillons peut te récupérer ça. Ça vient de me taper la tête. Est-ce que tu peux les contacter pour voir si... Et quelqu'un n'a qu'à contacter la légende pour voir s'il peut contacter notre l'une des sociétés qui travaille avec nous là. Pour voir s'ils peuvent l'aider à récupérer la page. Ah, peut-être c'est récupérable. Donc son compte a été banni. Ce n'est pas suspendu, un banni. Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est banni, c'est grave. Oh, God. Vraiment, abonnez-vous à la légende. À un moment donné, il va monter ici et puis vous allez vous abonner à son nouveau compte. Son compte de 30 000. 30 000 et quelques abonnés a été banni. Donc, vraiment, vous voyez le combat que nous sommes en train de faire. Vous voyez le combat que nous sommes en train de faire. Voilà. Je vois... Messan, comment ça va? Bonjour, Faux Marc. Ça va très bien et toi? Ça va. Voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que le repas que tu nous as servi il y a 2 jours, exactement, soit servi avec l'histoire des coups d'État. Tu as au plus 20 minutes et peut-être 10 minutes de commentaires et je vais prendre les... Ah, il faut... 20 minutes. Parce que il faut connaître ton audience. Ton français est trop élevé. Les Togolais n'aiment pas ça. Non, c'est une vérité, je te dis la vérité. Ton français est très élevé. Au lieu que ça soit un atout pour les Togolais, c'est un désavantage. Donc, il faut parler en français terre à terre et expliquer ça. Tu as 30 minutes, vas-y. Bien, je vais essayer de faire au mieux. Et je vous demande pardon par avance si tant est que vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis. Tout d'abord, j'aimerais montrer ceci. Faux Marc, si tu permets, ça permettra de nous situer. Voilà. Tu peux mettre en grand? Ok, voilà. Donc, ici, nous avons un livre écrit par François-Xavier Verschave en 1998 et qui a été réédité en 2003 parce que justement il avait fait un tabac. La France-Afrique, le plus long scandale de la République. Je dois ici rappeler que avec Faux Ditry et Faux Milawel, il y a peut-être 4 ou 5 mois, peut-être 6, nous avions consacré, ou X avait consacré un live à cette œuvre, parce que dans cette œuvre, nous avons la révélation sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Comment ça s'est passé, qui ont été les commanditaires, qui ont été les acteurs de bout en bout. Cette œuvre qui a été écrite en 1998 retrace la période sombre de la France et ses relations avec l'Afrique.
C'est un livre qui a été écrit après des années d'études, d'enquêtes, de recherche, avec des supports. On n'écrit pas juste comme ça, il faut enquêter. Et François-Xavier Verschave a mené une enquête vraiment approfondie pour arriver à sortir cette œuvre incommensurable, 1998, qui est sortie à la suite donc d'une enquête minutieuse, étudiée et appliquée. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause ce qui est dit, bien au contraire. Transparaît ici la vérité. Et c'est ce que je vais essayer maintenant de restituer de la manière la plus simple et la plus lisible pour chacun d'entre vous. Donc, François-Xavier Verschave a passé beaucoup de temps avec différents protagonistes pour arriver à écrire cette œuvre. Il est décédé il y a déjà quelques années, où il explique quel était le processus, le système et la manière de faire de la France en Afrique. Donc, lui, il dit, depuis 1984, je compte parmi les Français plutôt bien informés sur l'Afrique. C'est seulement en 1993 que j'ai pris connaissance des massacres français au Cameroun. Des massacres qui ont eu lieu dans les années 50. Voilà un homme, philosophe, un chercheur, un professeur d'université qui a fait de longues études, qui dit qu'il n'a appris l'existence des massacres des militaires français au Cameroun qu'en 1993. Il dit, pourtant ce crime de guerre à relents raciste si ample et si prolongé est proche du crime contre l'humanité. Décrire et faire connaître ce premier grand crime faucartien est indispensable à l'intégrité d'une mémoire française. Comprendre pourquoi la presse n'en a rien dit et comment il a pu être si longtemps ignoré ne serait pas sans enseignement sur les contraintes et tentations des correspondants français en Afrique. L'étude reste à faire. Les massacres commis par l'armée française ont aussi bénéficié, il faut le reconnaître, d'une conjoncture médiatique très propice. De 1960 à la fin de 1962, l'attention de l'opinion hexagonale est captivée par l'issue mouvementée du conflit algérien. Il faut savoir que pendant cette période, la France était en guerre avec l'Algérie qui réclamait son indépendance. Et, pardonnez-moi, c'est là où j'ai trouvé ingénieux le général de Gaulle. Parce que à ce moment-là, la France-Afrique existait déjà dans 14 pays africains. Et général de Gaulle avait peur que ces 14 pays aussi se rebellent et se mettent en guerre contre la France. Donc, il s'est dit que le mieux, c'était d'offrir l'indépendance à ces 14 pays pour éviter d'être en guerre avec eux. Mais il fallait trouver un système qui permettait à la France de garder son hégémonie et le contrôle sur ces 14 pays. Je continue. La proximité d'un drame qui concerne 1 million de nationaux, les pieds noirs occultent les cris d'horreur qui s'échappent difficilement d'une Afrique équatoriale à faible immigration française. En métropole, l'opinion n'a d'ailleurs jamais eu qu'une infime écho des massacres coloniaux. Depuis la libération, leurs auteurs poursuivaient leur besogne en toute quiétude. À Sétif, à Hanoï,
au Madagascar, dans ces 3 villes-là, la France a commis des massacres terribles. Trop indépendant, Olympio. Le 27 avril 1960, le Togo accède à l'indépendance. Cette ancienne colonie allemande, sous mandat français, depuis 4 décennies, est un pays tout en longueur, 10 fois moins vaste que la France. Très ouvert sur l'extérieur, il est aussi au débat politique. Ses habitants ont obtenu que soit organisé en 1958, sous supervision des Nations Unies, un scrutin incontestable, largement remporté par l'Union nationale togolaise. Le chef de ce parti n'est autre que Sylvanus Olympio, un cadre international de très haut niveau. C'est aussi un militant chevronné de l'émancipation africaine. À 58 ans, il touche au but de son existence. À vélo ou à pied, une foule nombreuse est descendue à Lomé, la capitale. Le chef du nouvel État s'adresse à elle en ces termes. Une émotion intense nous étreint. Des années durant, nous l'avons voulu de toute notre volonté, de toutes nos forces. Aucun sacrifice ne nous a paru trop grand pour y parvenir. Nous l'avons attendu avec impatience, dans la fièvre et dans l'espoir. Et voilà que notre rêve devient réalité. Notre Togo va jouir de son indépendance. Je dois rappeler ici que aucun des 14 pays de la France-Afrique n'ont combattu la France pour avoir l'indépendance. On nous a donné l'indépendance. Et pourquoi on nous a donné l'indépendance? On nous a fait signer des accords. Il faut rappeler que dans ces 14 pays à l'époque, il n'y avait pas de président africain. Il y avait des gouverneurs français. Et les 11 accords secrets coloniaux qui ont été signés, ils ont été signés non pas par les dirigeants africains, mais par les gouverneurs français, puisque c'était eux qui dirigeaient ces pays à l'époque. Donc, c'est certainement la raison pour laquelle aucun pays n'a eu l'occasion de remettre en cause ces 11 accords coloniaux, puisqu'ils ne les ont pas vus. Ils ont été signés par ceux qui dirigeaient leur pays à l'époque. C'est seulement après les indépendances qu'ils ont été devant le fait accompli. Et nous avons ici posé souvent la question, comment est-ce que nos dirigeants ont-ils pu signer un tel accord? La réponse, elle est là, elle est trouvée. C'est parce que les 11 accords coloniaux ont été signés en 1958 ou 1957. Or, les pays ont accédé à l'indépendance entre 1960 et 1963. C'est-à-dire que les accords ont été signés bien avant. Mais ça, je vais apporter un éclaircissement là-bas. Rappelez-vous que ces 14 pays à qui la France a donné l'indépendance étaient sous tutelle de la France. C'était des pays autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites votre décision, mais vous passez par nous. Et la personne qui nous représente, c'est le gouverneur. Un gouverneur, normalement, dirige un État, pas un pays. Par exemple, quand vous prenez le Nigeria a des États comme les États-Unis d'Amérique. Et chaque État au Nigeria ou aux États-Unis ont des gouverneurs. Ces gouverneurs sont autonomes, font des lois dans leur pays, mais la loi qui préside tout est dans leur État, mais la loi qui préside tout le pays, c'est la loi fédérale. Et pour tous ces 14 pays, ces 14 pays étaient comme des États de la France. Des territoires. Ouais, bon, je veux, parce que nous sommes dans un temps contemporain maintenant, je veux ramener ça ici. Tu sais comment moi j'explique les gens? Parce que les gens... Vas-y, Foma, vas-y. C'est un territoire, c'est l'histoire, mais je veux essayer d'illustrer ça dans aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre. Ok? Donc, c'est ça.
Et ces territoires que moi, je prends comme des États aujourd'hui, les gouverneurs là, ce sont des Français. Et ces Français là, c'est eux qui ont signé des accords pour nous. Et l'une des conditions, c'est que, hey, nous allons vous donner l'indépendance si vous signez des accords. Les gouverneurs ont dit oui, nous voulons l'indépendance. Mais ces gouverneurs, après avoir dit oui, ils sont repartis en France, dans leur pays. Vous voyez, non? Donc, c'est eux qui ont signé ces accords. Maintenant, c'est aussi un avantage pour nous aujourd'hui pour lutter contre la France-Afrique. Parce que la manière où certains pays comme le Burkina, le Mali et le Niger arrivent à s'en sortir, à se dénouer de certains accords, c'est que c'est vous-même qui avez signé des accords pour nous. Nous, on n'a pas signé. On va déchirer et aller en justice, ou bien on peut renégocier. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme éclaircissement. Vas-y, merci. Merci, Fomark. Oui, c'est très important. Je vais vous passer le passage où on organise l'assassinat d'Olympio. J'en ai beaucoup parlé pour ceux qui nous suivent dans le train. Et on sait que c'est Eyadema et quelques militaires qui sont rentrés de la guerre d'Algérie et d'Indochine qui ont participé à cet assassinat. Mais sous l'ordre et sous le contrôle de la France, notamment un certain Georges Métrier. Georges Métrier, c'est qui? C'était le chef de la sécurité de Sylvanus Olympio. Il s'avère que ce même Georges Métrier est un ancien militaire ou un militaire qui a participé au massacre du peuple camerounais un peu plus tôt dans les années 50. Après ces massacres perpétrés au Cameroun, il a été transféré, muté au Togo auprès de Sylvanus Olympio. Fort de ces éléments, nous pouvons penser qu'à ce moment-là, précisément, la France pensait déjà à éliminer Sylvanus Olympio, raison pour laquelle ils ont mis comme chef de sécurité ce Georges Métrier. Je vais aller directement sur l'organisation de la France-Afrique, notamment par le biais de l'armée, et comment est-ce qu'il contrôle et maîtrise tout un pays. Peut-être Foccart n'a-t-il pas voulu la mort d'Olympio. Jacques Foccart est le monsieur Afrique de Général de Gaulle. C'est lui qui gère tout le système de la France-Afrique dans ces 14 pays. Il est en relation directe avec chaque président à chaque fois que c'est nécessaire. Peut-être Foccart n'a-t-il pas voulu la mort d'Olympio, mais seulement son renversement. L'allégation d'Adewi, un des protagonistes de l'assassinat, sur le prix du sang promis à Eyadema par Métrier ne signifie pas certitude. Si elle est vraie, Métrier pourrait avoir par vengeance outrepassé les ordres de Paris. Elle est peut-être fausse. Dans les deux cas, Eyadema semble avoir eu l'éclair d'intuition qui a fait sa carrière. Tenir la France en un crime dont elle serait complice. L'éclair des balles, cela expliquerait, s'il est exact, le propos que lui aurait lancé le général de Gaulle lors de leur première rencontre à l'Élysée en septembre 1967. Général de Gaulle dit à Eyadema, « Vous avez tué Olympio, vous avez eu tort. » Il n'empêche, dès le 10 juillet 1963, l'Élysée s'est lié par un accord secret de défense à une armée togolaise dont Eyadema est devenu l'homme fort. Il commande en effet une nouvelle compagnie d'infanterie regroupant les anciens de la guerre d'Algérie. On va voir que il y a un lien entre tous les militaires africains qui ont participé à la guerre d'Algérie et à la guerre d'Indochine. Tous les présidents, après les indépendances, ont fait la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine dans l'armée française. Donc, ce sont des agents à la botte de la France. Ils n'ont jamais défendu la cause de leur pays et la cause
de leurs concitoyens. C'est ça qui nous fait dire que la France-Afrique est présente dans nos pays. Le trop faible et trop civil Grunitzky ne fait pas le poids. Début 1967, Eyadema décide de le renverser avec le feu vert de Paris. Il choisit pour ce faire la date du 13 janvier, anniversaire de l'assassinat d'Olympio. Voilà la main de la France. Ils ont voulu effacer la date de la mort de Sylvanus Olympio. C'est pour ça qu'ils ont choisi la date du 13 janvier 1967 pour dire que c'est à cette date-là que Eyadema est arrivé au pouvoir et effacer que cette date-là, en réalité, est la mort de Sylvanus Olympio pour que les Togolais ne se souviennent jamais de Sylvanus Olympio, mais qu'ils se souviennent au contraire de l'arrivée au pouvoir de Eyadema Gnassingbé. Ça, c'est la main de la France-Afrique, définitivement. Tout va baigner avec ce chef d'État galonné, parce que joue en permanence chez l'ancien sous-officier de l'armée française une profonde francophonie, un patriotisme français, pourrait-on dire, s'extasie Jacques Foccart. Donc Jacques Foccart, qui est le monsieur Afrique de général de Gaulle, dit que le général Eyadema est un francophile, un patriote français. Comment est-ce que c'est possible qu'un Togolais puisse être considéré plus comme un patriote français qu'un patriote togolais? C'est décadent. Je vais passer et aller un peu plus loin et arriver au rôle de l'armée française en Afrique. Mais ça, alors, tu as 10 minutes. Oui. Ok. Les formidables fortunes de Félix Houphouët-Boigny et d'Albert Bernard Bongo sont connus. Leur rôle d'agent d'influence également. Avec eux, Abidjan et Libreville sont devenus des tourniquets de valises à billets. S'y installent aussi parfois des norias de colis d'armement lors des complots ou conflits contre la Guinée, le Nigeria, le Libéria, le Congo. À chaque fois qu'il y a eu des coups d'État dans la sous-région, ça a toujours été l'œuvre de la France-Afrique. Il y a toujours la France-Afrique derrière tous les coups d'État dans ces 14 pays. Et je vais y arriver maintenant. L'armée française a tissé pendant toutes ces années des liens avec leurs agents. Leurs agents étant les présidents en place. Et quand un président ne remplit pas son rôle, on le remplace par son aide de camp, son ami, son proche, son plus proche collaborateur. L'armée française est l'un des principaux instruments au service d'une politique qui vise au maintien de l'ordre néocolonial mis en place à partir des années 1960. Elle assure la défense et la protection des pays et des dirigeants vassalisés de la France et symétriquement réprime les mouvements ou déstabilise les régimes qui s'opposent aux intérêts de l'ex-métropole. Imaginons que la France-Afrique n'existe plus aujourd'hui. Je vais vous emmener quelque part. Ces intérêts de la période coloniale sont d'abord économiques, à commencer par ceux qui assurent l'indépendance énergétique de la France. L'uranium, le pétrole ou le gaz obtenus à bas prix. Je rappelle ici que jusqu'à ce que la France soit bottée hors du Niger, la France payait l'uranium à 0,90 centimes le kilo. Alors que quand la France achète l'uranium au Canada, c'est 200 € le kilo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons toujours défendu des intérêts économiques français en même temps qu'on défendait, si vous voulez, la liberté d'expression des Africains, affirme cyniquement M. Robert, responsable du service Afrique du SDEG. Le SDEG n'est autre que le service des renseignements extérieurs de la France.
Le même explique encore, les pays producteurs étaient très sollicités, courtisés par la concurrence, d'où la nécessité de ne pas relâcher la pression et de maintenir des contacts étroits et amicaux. Nous sommes pendant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Et la France avait peur que l'URSS rentre dans son pré gardé. C'est pour ça qu'il a militarisé tous ces pays pour défendre ses intérêts. La France a un seul but par la présence des bases militaires et des militaires français, c'est défendre ses intérêts avant tout et non pas défendre les peuples. Ça, c'est une vérité indubitable. Je continue. Ceci constitue notamment un réservoir de voix à l'ONU. Oui, parce que après la Seconde Guerre mondiale, comme la France avait ses 14 pays, ils ont obtenu d'être un membre permanent aux Nations Unies. Grâce à ces 14 pays, la France a la voix des 14 pays à chaque fois qu'elle vote. À chaque fois qu'elle vote. C'est ces 14 pays qui lui permettent de rayonner à l'international. Et justifie de fait, peut-être plus encore que la possession de la bombe atomique qui est de plus en plus répandue, le privilège d'un poste de membre permanent au Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto. Au plan idéologique, cette obsession de la grandeur de la France qui doit maintenant son rang a constitué une constante des présidents de la Ve République depuis le général de Gaulle et constitue une thématique relativement consensuelle au sein des courants politiques parlementaires. J'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique. Ça, c'est François Mitterrand qui dit ça en 1994 lors du sommet de la France-Afrique, de son dernier sommet en 1994 au mois de novembre à Biarritz. Le programme du RPR à la même période mettait en garde contre le risque de se condamner d'une manière irréversible au cloaque des puissances moyennes. L'idée défendue par Mesmer en son temps, selon laquelle un pays qui possède des bases militaires est une grande puissance, semble toujours d'actualité. Un pays qui possède des bases militaires à l'extérieur est reconnu comme une grande puissance. Et la France a toujours été reconnue comme une grande puissance parce que dans ces 14 pays, elle avait des bases militaires, elle avait le contrôle sur l'économie, sur la politique, sur la justice, sur la santé, sur l'éducation de ces 14 pays. On n'est pas souverain quand on ne contrôle pas sa politique, son armée et sa justice. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Les milices qui sont aujourd'hui officiellement présentes au Togo, ces milices-là, elles sont de la France. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la France combattait pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre d'Algérie. C'était des milices. Pourquoi? Parce qu'ils avaient affaire non pas à des armées professionnelles, mais à des paysans. Et les paysans, comment s'organisent-ils? Ils se débrouillent avec les moyens. Et la France a créé des milices pour les contrer. Et ces milices, après la fin de la guerre d'Indochine et d'Algérie, elle a transporté ce système milicien dans les 14 pays africains. Et c'est ça qui existe encore aujourd'hui. On rappelle que depuis 2005, il y a des miliciens au Togo. L'Afrique constitue également depuis le début de la période coloniale un lieu d'expérimentation des armes et des doctrines militaires. L'une des raisons qui explique la continuation de la guerre d'Algérie malgré la conversion de De Gaulle à l'idée d'indépendance. C'est la volonté d'obtenir des garanties concernant la poursuite des essais nucléaires. On rappelle que à cette période-là, la France faisait des essais nucléaires dans le désert. Et je vous donne une info. Ils mettaient des nègres à côté des bombes qui explosaient pour voir comment est-ce que ça faisait sur l'être humain. C'était des noirs
nos parents, nos grands-parents qui ont été assassinés par la France-Afrique. Ça, c'est la vérité. Les accords militaires. Oui. On va raccourcir. Je veux que tu essaies de connecter la France à l'économie congolaise. Je finis sur 4-5 lignes pour les accords militaires. Okay. On nous dit aux indépendances, la partie officielle de la politique de la France en direction de ses anciennes colonies est nommée coopération, bientôt organisée par un ministère du même nom et s'applique à des domaines très divers comme l'économie, la justice, l'administratif, l'éducatif et la santé, etc., etc. Les coopérants sont omniprésents à tous les échelons des nouveaux États, prolongeant l'administration coloniale et pour certains d'entre eux, dirigeant réellement le pays. Dans ce dispositif, la coopération militaire occupe une place particulière. Elle est régie par un certain nombre d'accords qui légalisent le maintien des bases militaires françaises en Afrique, servant de prétexte à certaines interventions et maintiennent sous tutelle les armées et les politiques de défense des États indépendants. Les premiers accords sont contractés au moment des indépendances, parfois même avant que ces dernières soient proclamées. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les accords militaires, les accords coloniaux, pour certains, ont été signés avant même qu'on donne l'indépendance à ces pays-là. Parce que la France savait qu'elle allait donner l'indépendance. Ils ont trouvé un système pour maintenir ces pays sous leur contrôle. Et quoi de mieux que les 11 accords secrets coloniaux. Merci, Faumarc. Merci beaucoup. Messan, est-ce que tu as la liste des présidents, ceux qui ont assassiné les présidents et qui ont pris le pouvoir et qui se sont transformés en dictature? Ils sont là, tous. Est-ce que tu peux les lister en Ils ne disparaîtront jamais. Est-ce que tu peux les lister en une minute? Où est-ce qu'ils ont fait leur formation et comment est-ce qu'ils ont servi rapidement en 30 secondes ou bien une minute? Tout à fait. Alors, ouais, ça c'est des interventions militaires. Les chefs d'État qui ont été détrônés par les autres accords là. Ok, voilà, c'est là. Ok, les accords de défense. Les premiers accords, la protection des troupes françaises a dispensé les anciennes colonies de constituer des armées coloniales trop fortes, mais pour des raisons sans rapport avec un quelconque pacifisme, les dictateurs craignaient la rivalité de généraux trop puissants, tentés par des putschs ou pire, des armées de conscrits trop proches des populations et trop sensibles à leurs exigences de démocratisation. Ces accords contiennent également des clauses ou des annexes secrètes dont certains ont été révélées depuis. Deux d'entre eux sont particulièrement importantes. La clause d'approvisionnement préférentiel stipule que les républiques africaines signataires informent la République française de la politique qu'elles sont appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques et qu'elles réservent la priorité de leur vente à la République française. Alors, le 27 juillet 1960, la République centrafricaine, le Congo et le Tchad. Le 15 août 1960, le Gabon. 2 jours après, le Niger. Ça, c'est les indépendances. Hein. On restait donc en 2008, le Sénégal, la Centrafrique, le Gabon, on ne sait quel pays, où sont. Attends. Oh bah je trouve plus. 30 secondes. Ah non, ça c'est les interventions. Ouais, ça c'est les interventions militaires. En France, peut-être que c'est ici.
Non, ça c'est bien. Non, non, c'est là. Mais ça, tu as fini? Ouais, laisse-moi une minute. Pourquoi la main, non. Ok, bon, il n'y a pas de problème, reste là-bas. Reste là-bas. Mais je te fais signe dès que je tombe dessus. Ouais, ok, reste là-bas. Je vais commencer par monter des gens. Rappelez-vous, on parle de 3 jours. D'accord. On parle de Madame Nyakade. On veut aussi enterrer l'histoire du voyage de Ferdinand aujourd'hui. Et on veut aussi parler de comment est-ce que la France, Afrique, ce système étrangle les pays africains et comment est-ce que ça nous affecte politiquement, socialement, religieusement, économiquement. Et on enterre tout aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, montez. Et Messan va rester ici pour 1 minute. S'il trouve son truc là, il va passer. Et faites vos demandes. Voilà. On va prendre au plus 10 personnes. C'est exagéré, hein, parce que comme on discute beaucoup là, donc je ne sais pas si je peux prendre 10 personnes, mais si on arrive à prendre... je viens de voir là les gens, n'est-ce pas? Je vois, c'est avec quel compte? Quel compte on a supprimé? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? J'espère que ce n'est pas la diaspora. Hein? C'est la légende de ta diaspora. Non, moi j'ai vu la diaspora qu'ils ont supprimé. Là, j'ai gardé la légende de ta mère. Voilà, je suis la légende de ta mère. Je viens de voir la légende de ta diaspora, la légende. Jamais. Ça, c'est la légende de ta diaspora 2. Abonnez-vous massivement à ce compte, j'en ai besoin pour la bataille. C'est grave, Marc, ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait mal. J'ai mal. J'ai très mal. La légende de ta diaspora est là. C'est ça, non? Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Légende, regarde. La légende de ta diaspora, je vais cliquer sur ça. Oui, regarde. De ta diaspora. Oui, j'ai cliqué sur ça. Non, c'est pas ça mon compte. Mon compte, tu verras le dernier interview, tu verras plein de choses. Moi, je publie pas ces choses-là. Ça, c'est des gens qui m'ont tagué. Ils m'ont effacé de la scène de TikTok. Ah, c'est grave. Donc, voilà. Omar, j'ai retrouvé. Maintenant, je suis la légende de ta mère. Si tu n'es pas content, va lui demander à ta mère. Voilà. J'ai trouvé les différents coups d'état qu'il y a eu. Ok, vas-y rapidement et puis on va prendre... Donc, les gars, abonnez à la légende, même si la légende ne dit rien. Citons donc les principaux putschs qu'il y a eu dans ces 14 pays sous l'hégémonie de la France. En Tunisie, avant de progresser au sein de l'appareil sécuritaire de son pays, le futur dictateur Zine El Abidine Ben Ali, on rappelle qu'il a été renversé en 2011 lors du printemps arabe en Tunisie, a commencé sa carrière militaire à Saint-Cyr, puis à l'école d'application de l'artillerie de Chalon-sur-Marne. Il a ensuite poursuivi sa formation aux États-Unis, notamment à l'école supérieure de renseignement et de sécurité. Le colonel Ould Taya, qui règne de 1984 à 2005 sur la Mauritanie, est stagiaire de l'école supérieure de guerre de 1974 à 1975 avant de devenir chef d'état-major adjoint dans son pays. Au Mali, le général dictateur Moussa Traoré, qui a renversé Modibo Keïta en 1968, a commencé sa formation à l'école des enfants de troupe, puis à l'école préparatoire des officiers d'outre-mer avant de revenir comme aspirant au pays en 1961. Le colonel Amadou Toumani Touré, qui le renverse en 1991, est un ancien parachutiste formé au Centre national d'entraînement commando et passé par l'école supérieure de guerre à Paris en 1989-1990. Il dirigeait la garde présidentielle au moment du putsch. Il a ensuite remis le pouvoir aux civils en 1992 avant de revenir démocratiquement au pouvoir en 2002 et de s'y maintenir un peu moins démocratiquement jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'aux années 2010, je crois.
Au Niger, le lieutenant-colonel Seni Kounché, qui renverse Amani Diori en 1974 pour diriger le pays d'une main de fer jusqu'à sa mort en 1987, a été formé à l'école des enfants de troupes à Saint-Louis avant de participer à la guerre d'Indochine, puis à la guerre d'Algérie. Il suit l'école de formation des officiers à Paris et devient sous-officier des forces armées nigériennes en 1965, puis chef d'état-major en 1973. Le colonel Ibrahim Baré Manaï Sarah, qui renverse en 1996 Mahaman Ousmane, élu en 1993, a suivi une formation militaire à Madagascar puis en France avant de diriger la garde présidentielle de 1986 à 1987. Il est attaché militaire à l'ambassade de Niger à Paris. En 1994-95, il effectue un stage au collège interarmée de défense à Paris avant d'être nommé en mars 95 chef d'état-major de l'armée nigérienne, le chef de la garde présidentielle qui lui succède après son assassinat en 1999. Daouda Malam Wanké a reçu une formation dans les écoles d'application d'artillerie à Draguignan et d'infanterie à Montpellier entre 1983 et 1990. Bref, tous ces chefs d'État, les uns après les autres, ont tous servi à un moment ou à un autre de leur carrière dans l'armée française, là où ils ont été formés. Parce que c'est ça la France-Afrique. Elle forme les futurs dirigeants de nos pays pour s'assurer qu'ils suivront ce que eux, ils décident. Pour le Tchad, on n'a pas retrouvé d'itinéraire précis du général Félix Maloum, chef d'état-major de 75 à 79, mais il ne fait guère de doute qu'il a dû faire ses classes dans l'armée française, de même que Hissène Habré, qui a renversé Goukouni Wedei en 1982 et saigné son pays jusqu'en 1990. Hissène Habré serait un ancien agent des services secrets français, Idriss Déby, qui l'a renversé en 1990 et s'éternise jusqu'en 2022, je crois, au pouvoir, est passé par l'école supérieure de guerre interarmée en 1986-1987 avant de devenir le conseiller militaire d'Hissène Habré. Exactement comme Blaise Compaoré et Thomas Sankara. Voilà la France-Afrique. Quand il te met à la tête du pays, tu as tout intérêt à te méfier de celui qui est à côté de toi. Et c'est pour ça que Eyadema, il assassinait tous ses proches parce qu'il avait peur que eux, à leur tour, l'assassinent pour prendre sa place. C'est rempli de meurtres dans les placards de Eyadema parce qu'il connaissait bien le système de la France-Afrique. Tous ceux que je viens de vous citer, ils ont tous été renversés par des proches, des gens avec qui ils mangeaient, des gens avec qui ils passaient leur temps. Mais c'est quoi cette mentalité? C'est ça les traîtres. Il y en a beaucoup trop en Afrique. En Guinée, Lassana Koné, qui prend le pouvoir par un putsch en 1984, après la mort de Sékou Touré, et ne l'a pas lâché depuis, il est mort, hein, a le parcours classique, école des enfants de troupes de Bougainville en Côte d'Ivoire, puis vétéran des guerres d'Indochine et d'Algérie. Tiens, ils sont pratiquement tous passés par la guerre d'Indochine et d'Algérie. Il ne suivra toutefois pas de stage militaire en France par la suite, en raison des ruptures diplomatiques entre la Guinée et la France sous Sékou Touré. En Côte d'Ivoire, le général Robert Gueye, qui a renversé Bédié en 1999, est un ancien de Saint-Cyr et de l'école de guerre, bien connu du sérail militaire tricolore, comme de nombreux autres officiers importants de Côte d'Ivoire. Au Burkina, le colonel Sangoulé Lamizana, qui prend le pouvoir après un soulèvement populaire qui a conduit à la démission de Maurice Yameogo en 1966, est un ancien élève de l'école des officiers africains à Saint-Louis. Il est incorporé le 18 janvier 1936 dans l'armée française comme tirailleur sénégalais. Il gravit les différents grades de l'armée française
au parcours similaire. L'armée nationale de Haute-Volta, le colonel Saïd Zerbo, qui le renverse en 1980, a également combattu en Indochine et en Algérie, avant de faire l'école supérieure de guerre de Paris. Blaise Compaoré, qui prend le pouvoir après l'assassinat de Sankara en 1987, a été formé à l'école d'infanterie de Montpellier en 1975-76, avant un stage dans les troupes aéroportées en 1977 et un stage de perfectionnement d'officier parachutiste à Pau en 1982. Au Togo, Yassingbe et Yadema, qui assassinent sur ordre de Foccart et de la France le président Sylvanus Olympio en 1963 avant de lui succéder. Jusqu'en 2005, a été recruté dans les rangs de l'armée coloniale française en 1954, envoyé en Indochine, puis en Algérie. Il atteint le grade de sergent à la fin de la guerre. Au Bénin, Mathieu Kérékou, au pouvoir de 1972 à 1991, puis de 1996 à 2005, a été formé au sein des enfants de troupes, puis après un passage dans différents pays africains, a ensuite été formé à Fréjus, Saint-Maxence, à Montpellier. Voilà la vérité. La France s'est toujours évertuée à former les futurs dirigeants de ces colonies. C'est pour ça qu'on ne peut pas réfuter, on ne peut pas dire que la France-Afrique n'est pas notre lutte. Elle est définitivement notre lutte. Parce que si on renverse fort et que le système demeure, nous resterons encore des esclaves. Faux Marc, plus que jamais, nous devons continuer à parler de la France-Afrique pour que nos frères et sœurs sachent à qui on a affaire. On ne lutte pas aujourd'hui contre la France-Afrique, mais quand on renversera le pouvoir, chaque Togolais ne devra pas oublier que fort n'est que la façade de la France-Afrique. Merci. Merci mon frère. Vous voyez, vous nous dites que on n'a pas besoin de l'intelligence dans cette lutte. Si quelqu'un ne s'en bat pas pour faire des recherches, comment peut-il venir vous lire, vous expliquer ce qui se passe au pays? Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de faire une lutte contre la France ou les Français. Non, loin de là. Je ne suis pas en train de faire une lutte contre l'Allemagne ou les Allemands. Non, loin de là. Je ne suis pas en train de faire une lutte contre les États-Unis d'Amérique ou les Américains. Non. Je suis en train de faire une lutte contre un système qui pille mon pays. Et si les États-Unis font partie de ce système, je vais les dénoncer. Ce pays qui m'a tant donné, qui m'a donné ce que mon pays m'a pas donné. Quand mon pays m'a vomi, c'est ce pays qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais cela n'empêche, c'est ce pays même qui m'a tout donné, qui m'a appris à lutter et à tenir droit, debout pour ce qui est juste. Et je tiendrai toujours debout pour ce qui est juste. Je ne permettrai jamais que ce bon pays dans lequel je vis fasse partir d'un système qui étrangle mes parents. Cette France-Afrique qui, à travers les gouverneurs, ont accepté notre indépendance. Nous n'avons jamais, quand les gens disent que Sylvanus Olympio a lutté pour notre indépendance, non. Le Togolais n'a jamais lutté pour son indépendance. Ça, c'est la vérité. On nous l'a donné. Et comme les Américains le disent, quand tu ne luttes pas pour quelque chose, tu ne connais pas l'importance. Comme nous n'avons jamais lutté pour obtenir notre indépendance, on nous l'a échangé avec des accords coloniaux. C'est pour cela que nous sommes dans cette merde. Et pour sortir de cette merde, il faut aller arracher notre indépendance. Il faut déchirer l'indépendance sur le papier et aller arracher. Et comment est-ce que nous allons arracher cette indépendance si nous avons toujours ces accords coloniaux qui nous lient?
Quand nous parlons de la France-Afrique, de ce système qui nous a liés depuis notre indépendance, que nous n'avons pas lutté pour gagner, cette indépendance qu'on nous a vendue. Et le prix, c'est l'exploitation de nos pays, l'exploitation de nos richesses, c'est nos taxes, c'est nos revenus. Si nous n'allons pas la retirer, nous ne serons jamais indépendants. Quand vous allez sur ma page Je suis Togo, depuis que j'étais coach Marc, jusqu'à Je suis Togo, vous allez voir que j'ai toujours écrit à chaque 27 avril la question suivante. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Non, nous ne sommes pas indépendants. Maintenant, il y a des pays qui luttent pour leur indépendance. Le Burkina, il verse du sang pour devenir indépendant. C'est pour cela qu'il lutte contre les djihadistes qui sont financés par la France-Afrique de nos jours. Le Niger continue par verser du sang. Tant que nous n'allons pas verser le sang sur l'arbre de la liberté pour reprendre notre indépendance, nous ne serons jamais, jamais libres. Cette France-Afrique nous pille. N'importe qui on met dans ce fauteuil pour remplacer Faure Essossim Nyasingbe ne pourra rien faire si nous sommes toujours liés par ces accords. Il faut déchirer et renégocier certains accords. Et comment est-ce que nous pouvons arriver là-bas? L'histoire que Fomessan vient de vous lire montre que chaque fois qu'un jeune, un vaillant, Togolais, Malien, Ghanéen, Burkinabé, Béninois, Ivoirien se lève pour réclamer l'indépendance de son pays, on utilise la personne qui est plus proche de lui pour l'assassiner. Et c'est ce c'est comme ça qu'on les éduque dans les écoles militaires françaises. Ils s'en vont comme des Togolais et reviennent comme des Français pour protéger l'intérêt des Français. Et quel est le prix? Une bonne vie, la protection. Si moi, par exemple, Marc Nda, je remplace Faure et j'ose aller aux Champs-Élysées et dire que je veux renégocier les accords ou bien je déchire certains accords, si la légende est proche de moi, ils vont, je ne dis pas que ça va arriver, hein, vous les coupeurs là, ils vont l'utiliser pour m'assassiner. Si c'est faux, mais qui est proche de moi, ils vont l'utiliser pour m'assassiner. Si la légende remplace Faure Essossim Nyasingbe, et moi je suis son numéro 2, et que la légende ose attaquer les accords coloniaux, la France-Afrique, ils vont l'assassiner. Mais comment est-ce que la légende peut être protégée s'il est au pouvoir? Comment est-ce que qui que ce soit remplace Faure peut avoir le courage, peut être forcé à négocier ces accords ou à couper ces accords coloniaux? C'est quand le peuple devient son bouclier. La France n'a peur d'aucun gouvernement en Afrique, mais la France a peur, et quand je dis la France, comprenez la France-Afrique. Ok? La France-Afrique a peur du peuple africain, du peuple togolais, du peuple burkinabé, du peuple béninois, du peuple camerounais, du peuple ivoirien. Voilà la vérité. Et si nous parlons, nous éduquons le peuple aujourd'hui de la France-Afrique, c'est pour que le peuple soit éduqué politiquement, pour forcer la personne qui va remplacer Faure Essossim Nyasingbe, cette mafia, ce cartel, pour changer ça avec un système qui bénéficie toi et moi. Voilà. Fomessan, merci beaucoup. Passe une bonne journée. Faux Marc, juste 2 minutes, je vais montrer une vidéo qui vient de m'arriver pour montrer aux gens vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Elle dure 2 minutes. Vas-y. Tout d'abord, vous connaissez le gars là, non? C'est le papa. Pause. On fabrique là-bas. Pause. Oui, oui.
Montre son visage, je veux dire c'est lui qu'il est. Le gars là, c'est un Togolais. Hein. Il parle de tous les pays, mais il ne parle jamais du Togo. Il parle de tous les pays. C'est le papa de son nom. Il accuse la France. Et bien. Une seconde. Il critique la France. Il critique le franc CFA, ce qui est juste. Mais il ne critique jamais le Togo. Il élève toujours prix. Fort et Sosinam Yassine. Ça veut dire que tu peux te dire un France africain. Tu peux te dire un panafricain, tu peux te dire contre le franc CFA, mais supporter la dictature. Ça n'a pas de sens. Allez-y. Non, aucun chef d'État africain ne connaît la quantité de CFA qu'on fabrique là-bas. Le CFA lui coûte quoi? Le papier de pression, un peu d'engrais, un peu de courant, et puis bon, on fabrique le CFA. Donc, tout leur est donné gratuitement. Vous l'aurez payé les ports, je suis d'accord, mais en CFA. Aucun pays noir n'a jamais. Et puis, le pire, quand tu vends, et ce n'est pas à la France que tu vends, tu vas ailleurs, l'argent de ce tailleur va à la Banque de France, ça ne vient pas chez toi. Mais est-ce que les Africains, écoutez, soyez sérieux, vous avez besoin de quoi pour comprendre l'arnaque, la supercherie, le vol, la crapulerie, la dénégation des droits de l'homme, la dénégation de la démocratie? Vous avez besoin de quoi pour comprendre ça? Les seuls qui ont compris, c'est les trois amis du Sahel. Ils se disent, écoutez, même si c'est au prix de notre vie, on ne peut pas accepter cette supercherie. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes quand même des humains. Donc, si la France avait fait de nos pays de véritables partenaires, économiquement parlant, la France serait le pays le plus puissant en Europe. Ça ne serait pas l'Allemagne. Parce que quand tu as 14 pays aussi vastes, aussi riches, mais je ne vois pas en Europe qui peut te faire un challenge. Mais c'est l'Allemagne. Il disait qu'on a pris le Deutsche Mark comme référence. Parce que l'Allemagne a une économie puissante, une monnaie puissante. Pourquoi les Allemands ont une économie puissante, une monnaie puissante? Parce que les Allemands acceptent de travailler dur, n'ayant pas d'esclaves à exploiter, ni en Afrique, ni en Calédonie, ni dans les Caraïbes. Les Allemands se sont mis au travail. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Il n'y a pas de miracle en Allemagne à part le travail. Arbeit. Yeah. Ah, donc, et comme il a dit, comme toute cette pagaille ne suffit pas, on veut faire le chef de guerre. Mais écoutez, on l'a déjà dit ici la dernière fois, hein. Pourquoi le général Chil, le chef... Tu vois, mais le gars là, c'est sa crédibilité qui me fait truc là, parce que les gens ne le prennent plus au sérieux, parce que le pays dans lequel il vient, il accuse toujours, il dit les vraies choses quand il s'agit des autres pays. Il élève l'AES quand il veut que le Togo joigne l'AES. Mais il ferme ses yeux et il défend le Togo, et c'est comme ça qu'on le renie chaque fois. Et puis ça fait mal. Moi, je vois ces vidéos, moi quand tu n'as pas la crédibilité, je ne sais pas. Hein, c'est très mal. Difficile. Mais il a soulevé un point important. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, on dépend du franc CFA. Et si on dépend du franc CFA qui est fabriqué en France, Faumarc, ça veut dire que la France-Afrique est toujours là. Oui, moi, mon problème, ce n'est même pas parce que c'est fabriqué en France. C'est dans quel trésor le CFA? Mais ça... C'est dans quel trésor le CFA? Oui. C'est pas dans le trésor français? Mais si, on dépose notre argent chaque année. Mais ce qui me tonne, hein, chaque année. Est-ce que le Togolais sait que le franc CFA est fabriqué en France et dans le trésor français, mais nous ne pouvons pas dépenser. Les 14 pays là ne peuvent pas utiliser cette monnaie qui est gardée en France, qui est fabriquée en France. En France. Mais la monnaie qui n'est pas fabriquée dans ces pays, qui est le franc français d'avance et maintenant l'euro, est dépensée. Nous achetons, si nous avons l'euro, nous sommes obligés d'acheter ça, d'acheter le franc CFA pour venir dépenser ça. De convertir à chaque fois. Et pour repartir, on rachète l'euro pour repartir. On perd de l'argent. On perd de l'argent. Ça veut dire que si tu as 1000 euros et que tu veux dépenser les 1000 euros en Afrique, du départ jusqu'à la fin, ça va te coûter 1200 euros parce que tu vas perdre 200 euros.
Ok. Il faut faire le change. Les 1000 euros, tu dépenses 1200 euros pour l'acheter et tu dépenses 400 euros, ce qui fait, te fait perdre 400, pardon, pour dépenser 800 euros. Et tu vas perdre combien? 400 euros. À chaque fois. Ça coûte très cher. La volonté de Sylvanus Olympio de créer une monnaie nationale togolaise, la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase et précipiter son assassinat. Je vous lirai ça tout à l'heure dans notre live. Merci, Marc. Et la goutte d'eau, c'était le CFA. C'était le CFA. Ouais. Il voulait dégager le CFA et créer sa monnaie à lui. Ça dit, on va tout tuer tout à l'heure. Le général de Gaulle a donné l'ordre de l'assassiner immédiatement. Aujourd'hui, les dictateurs africains enferment et tuent leurs fils et filles qui osent parler du CFA. Tout à fait. Si tu es au Togo, tu as la chance de vivre. Si tu insultes fort, que si tu parles, tu oses parler du CFA. Au Togo, aujourd'hui, si tu ne me crois pas, essaie. Aujourd'hui, au Togo. Il y a Kako Nubukpo qui en parle tout le temps. Kako Nubukpo, l'ancien ministre de l'économie togolais, qui en parle tout le temps et qui réside au Togo et qui vient aussi souvent en France ici pour des séminaires sur le franc CFA où il veut que le franc CFA s'arrête. Donc, c'est pour te rectifier sur aucun Togolais. Non, il y a Kako Nubukpo. Mais ça, tu devais le savoir, ça. Mais le privilège tout à fait. J'ai lu 2 de ces articles la semaine dernière, Faux Légende. Et je vais en relire un certainement ce soir sur un de nos panels. Légende. Maintenant, je vais te clouer avec un clou. Ok? Aucun Togolais ne peut être au Togo et parler des rapports ITIE. Ben oui, ils en ont parlé sur la chaîne qu'on a montré là. Ils en ont parlé sur une chaîne. On a même montré ça ici. Finalement, quel est le prix que tu paies? Mais je t'ai dit qu'ils ont déjà parlé. Ils ont déjà parlé. Il n'a pas été arrêté. C'était Yakadé, ancien ministre, Non, ils en ont parlé lors d'une émission télévisée. On l'a vu ici. Bon, maintenant, au Togo, lequel est plus dangereux? Parler de fort ou bien parler du franc CFA? Fort. C'est ça que tu penses. En tout cas, tu penses qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent de fort ou bien du CFA que de fort? Non. Alors, fort, Marc, je sais que tu le sais. Fort Gnassingbé utilise une posture de pseudo-panafricain. Il veut passer pour un panafricain, c'est pour ça il laisse les gens parler du franc CFA. Ok, là il peut donner un laisser-passer aux gens. Ok. Comme tu peux parler de l'AES au Togo. Ok, je vois là où tu vas. Là, tu as raison. Là, j'ai tort. Ok. You're right. Maintenant, tu vas au mur là-bas, je vais te clouer. Non, tu as raison. Parce que j'ai oublié qu'il se fait passer comme un panafricain. Donc, il aura les mains clouées et puis il sera critiqué par les panafricains et l'AES s'il attaque quelqu'un qui parle du franc CFA. Mais le franc CFA est plus dangereux dans les pays, dans les dictatures, que attaquer les dictateurs. Parce que les dictateurs, ils s'attendent qu'on les insulte, qu'on les attaque. Tu vois, non? Bon, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Marc. Merci, les merci, un bon travail. Tu as fait un bon travail. Je démontrerai un peu plus tard que Fort Gnassingbé n'est pas un panafricain. Et tu sais pourquoi Fort Gnassingbé n'aime pas qu'on parle de lui tout le temps? Pourquoi? Ouais. Je t'ai posé la question. Pourquoi tu me demandes pourquoi? Je ne sais pas. C'était moi, j'apprends. Dis-moi. Tic-tac. Parce qu'il a peur de se faire retirer les prêts internationaux à cause des privations des droits humains qui n'arrêtent pas de perpétuer. Tu sais, les morts, tu peux les cacher dans un placard, mais après ça sent mauvais.
quand tu remontes l'histoire, Ali Bongo, vous savez la réelle chute d'Ali Bongo, le pourquoi d'ailleurs? Ouais. Si vous savez ça. Ouais, c'est... Ouais, il y a eu des exactions qu'ils ont fait les élections précédentes et il y a eu beaucoup de morts. Les Gabonais ont beaucoup tapé dessus. Il y a eu beaucoup de morts. Ils ont caché des corps. Ils sont partis même chercher des corps de la morgue pour les enterrer nuitamment. Ils ont essayé d'effacer ce crime contre l'humanité. Et ce changement, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, quand la légende dit qu'il a peur qu'on l'enlève, il parle de la France-Afrique, hein? Un coup d'État, un coup de palais. Est-ce qu'on dit un coup d'État de palais ou bien un coup de palais? Révolution de palais. Une révolution de palais, ok. À vous les Français là. Une révolution de palais. Donc la France a vu que le gars là, il me crée des problèmes. Il a beaucoup, il n'a pas été intelligent et on parle trop de lui, hein. Donc je vais le remplacer par quelqu'un que le peuple aime et qui va travailler pour nous. Rapidement, on le remplace par son cousin. Et c'est de ça qu'on a peur au Togo. Une révolution de palais où on va remplacer Faure Essosimna Gnassingbé par un autre militaire ou bien quelqu'un que nous allons accepter, mais qui va travailler pour la France. C'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'éduquer le peuple sur ce que c'est que la France-Afrique. Quels sont leurs intérêts et pourquoi ils ont intérêt si le peuple se lève aujourd'hui et il voit que Faure va tomber, ils vont tout faire pour vouloir remplacer Faure avec quelqu'un qui va leur dire « Oui, maître ». Ça, c'est inévitable. Mais si le peuple togolais est éduqué sur ce que c'est que la France-Afrique, comment est-ce que notre économie fonctionne, là, le peuple va dire non, comme au Burkina. Aujourd'hui, les Gabonais n'arrivent pas à dire non. Ils crient sur les réseaux, ils font des marches, ils font des protestations dans, comment l'appelle-t-on, la diaspora. Mais, quel est leur ennemi? C'est des frères et sœurs qui ont lutté avec eux qui disent, mais donnez-lui la chance. Donnez-lui 5 ans, donnez-lui. Il a acheté, et comment l'appelle-t-on, les voitures de ramassage d'ordures. Il a fait ceci, donnons-lui du temps. Au moins, lui, il fait quelque chose que Ali Bongo n'a pas fait. C'est comme ça que ça se passe. Et vous allez voir, quand il va finir son premier mandat, ils vont dire, oh, lui, il a fait qu'un seul mandat. Donnez-lui la chance. Vous pensez que tout le problème que Ali Bongo a créé là, il peut résoudre tous ces problèmes-là en un mandat? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dans n'importe quel pays, si tu es un xénophobe, il y aura un groupe de personnes qui va t'aimer. Il renvoie les Africains. Et il dit que les autres Africains viennent voler certains travaux. C'est pour cela que le pays est pauvre. Et tenez-vous bien. Il lutte pour retirer Drevado, Kapintado, Timati Sassa, et les blancs là ont toujours leur boulot, leur industrie. Mais les malhonnêtes intellectuels au Gabon, ils applaudissent. Ils applaudissent. Regardez la Guinée-Conakry. Regardez le Sénégal. La population est divisée. Il y a une forte chance que le président sortant aux prochaines élections remporte au Sénégal. Il y a une forte chance que le président de la Côte d'Ivoire retienne son pouvoir. Et ça fera combien d'années? C'est ça. Donc la légende, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne monte les gens. J'ai pas grande chose. Abonnez-vous à ce compte. Oh, depuis là, vous n'êtes pas abonné à ce compte.
vous ne verrez plus le compte La Légende de ta diaspora. Hein. Allez, Jean, tu dois m'éduquer sur ça, parce que moi, je ne comprends rien. Je vais dans la diaspora, je vois ton compte et je vois tes vidéos. Non. Ça, c'est des gens qui m'ont tagué, qui ont tagué La Légende de ta diaspora dans certaines de leurs vidéos. Mais tu ne verras plus le compte La Légende de ta diaspora. Le compte même, tu ne vas plus le voir. Voilà. Sinon, ils m'ont dit... Maintenant, quand je suis allé parmi ceux que je follow, tu es devenu Yuga 044 112 457. Voilà. Je suis mort enterré dans le game. Des bandits comme ça. Wow. Okay. Ils vont lire leur. Abonnez-vous à ce compte-là. Les gars, donnons la force à La Légende, s'il vous plaît. Les gars. Hein? Donnez la force à La Légende. Sinon, il ne peut pas opérer, hein, il ne peut pas être opératif, hein, sincèrement. Il a besoin d'au moins. Tu as combien d'abonnés là-bas? 1000 seulement. Oh! Ça n'atteint même pas 10 000? Non, de l'autre côté, j'avais 36 000. C'est grave, ils vont m'empêcher de dormir cette nuit. Oh, tu vas dormir, il n'y a pas de problème. Ok, je vais tout faire pour venir dans tes lives pour drainer mes abonnés aussi, pour qu'ils puissent t'abonner à toi. Ok. Bon, les gens ok, les gars, faites vos demandes. Si vous avez des questions, il y a 3 sujets sur lesquels on discute. Hein? Le deuxième sujet, on veut l'enterrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez monter. On veut parler de l'arrestation de Madame Nyakadé. Comment est-ce que nous devons changer la lutte, hein, des propos que nous faisons qui nous affaiblissent. Comment est-ce que nous devons changer ça? Nous allons parler de la France-Afrique, nous allons parler de l'affaire voyage Ferdinand Haïti et puis clôturer ça, quoi, pour de bon. Merci. Les 3 personnes qui viennent là, ils viennent et puis ils s'en vont. Là, on va finir le live. Donc, si vous ne voulez pas venir, on va finir le live et puis on va partir. Hein. Devenu des bibitos. Nous, on a le courage d'entamer certains sujets. Attendez, j'ai aussi un audio de Camille Sali que je vais aussi jouer, qu'on m'a aussi envoyé la dernière fois. Je vais voir. C'est quel... Les Togolais, les manifestations ne suffisent pas. Je pense que je m'avais joué ça la dernière fois. Je vais jouer ça. Greg, les manifestations ont leur limite. Manifester. Bonsoir. Attends une seconde, je vais jouer ceci et puis on va en parler. Bonsoir, vas-y. Il y a du bruit chez toi, hein? Vas-y. Oh, c'est qui? Strauss-Kahn, allez-y, vous avez la parole. Vraiment. Refais la demande. Bon, je vais rejouer ça. Manifestations n'ont jamais changé les peuples. Ça n'a jamais fait tomber une dictature. Si la manifestation fait tomber une dictature, sois-en sûr que la révolution qui va succéder à la manifestation va se solder par le vol de la révolution. Marcher dans les rues, crier à Hu et à Dia que celui-là ou celle-là est un dictateur, celle-là est un voleur. Ça ne peut plus nous amener à un changement en profondeur du Togo. Ici et là, les exemples
film de Thierry Michel, ce cinéaste belge qui a retracé la vie de Mobutu dans un film, oh, combien monumental. Mobutu, roi du Zaïre. Cherchez à regarder ce film. Tu comprendras que les manifestations ont leurs limites. Et les manifestations n'ont jamais donné du tournis à un dictateur. Parce que le dictateur, à la fin, est toujours gagnant des manifestations. Ça lui permet d'abord de consolider son pouvoir et ensuite de rectifier les têtes pensantes des manifestations. Un officier togolais m'a raconté comment il y a eu toujours des remous, des révoltes au sein de l'armée togolaise. Mais on a toujours pris soin de les affecter dans le silence. Après qu'ils aient été affectés, on va maintenant les cueillir les uns après les autres pour faire la fête. Idem pour les peuples aussi. Si les manifestations pouvaient changer les dictateurs, pouvaient faire tomber les dictateurs, de mémoire, les Congolais n'allaient pas avoir un dictateur là-bas. Je vis en Europe et j'ai toujours eu la chance de voir la furie des Congolais quand ils manifestent contre leur dictateur, que ce soit avec Mobutu ou que ce soit avec Kabila fils. Les Congolais ne manifestent pas comme nous manifestons. Ils cachent tout. Ils débarquent à leur ambassade et puis ils bougent tout aussi. Ils s'assiedent dans l'ambassade. Et puis ils dardent l'ambassadeur et ses collaborateurs. C'est comme ça que nous on connaît les Congolais. Mais ça n'a jamais fait tomber le dictateur du côté de Kinshasa. Greg, où nous avons marché ici, il n'y a pas ce que les Togolais n'ont pas fait. La première vague qui a quitté le Togo et qui est rentrée en Allemagne, en Belgique, en France, je parle de la vague des années 90. On a beaucoup fait. Mais ça n'a rien donné à la fin. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les manifestations qui vont faire tomber fort la Simi. C'est un constat placide, froid, que je te fais. Le dictateur sait qu'il est dictateur. Le dictateur sait qu'il est un voleur. Le dictateur sait qu'il tue. Le dictateur sait qu'il s'est entouré de 1001 femmes. Mais sur vos pancartes, vous lui dites, tu es un dictateur, tu es un voleur, tu es un violeur, tu es un corrompu. Mais lui-même sait qu'il est comme ça. Mais à partir du moment que vous le lui rappelez ce qu'il est, ça lui dit rien. C'est quand on te dit tu es méchant, tu as tué, et que tu n'as pas fait ça, que tu es étonné et tu te dis, mais dis donc, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc je suis méchant, les gens ne le... Et moi-même je ne le sais pas. Là tu commences à prendre conscience. Tu commences à prendre conscience. Greg, nous n'allons plus manifester. On va faire en sorte de l'affronter sur le terrain par une révolution. C'est la seule chose qui vaille. Au Burkina, moi, je n'ai pas vu les gens manifester. Les gens se sont révoltés. C'est la différence entre manifester et se révolter. Au Togo, au fait, nous manifestons. Nous ne nous révoltons pas. La révolution embrase tout.
de remettre en cause l'ordre établi pour un nouveau départ. Alors que manifester veut dire aller dire son ras-le-bol. Tu n'en peux plus. Si tu peux changer quelque chose dans la direction de ta gestion, je suis déjà satisfait. C'est ce que nous faisons depuis 90. On ne s'est jamais révolté. On a toujours manifesté. C'est pour ça la dictature tient. Et elle tiendra encore si nous ne le mentons pas. Je dis, il faut mater la dictature togolaise dans l'œuf. Il faut l'écraser dans l'œuf. Et c'est ici que nous venons à la fameuse phrase de Lénine. Quand il fait le constat, Lénine ne s'en va pas se coucher. Il ne s'en va pas boire la vodka. Quand il a fini de faire le constat, il vous pose la question, que faire? Quand on a fait le constat, on fait quoi maintenant? Ils nous tuent, ils nous volent, ils privent nos enfants d'une bonne éducation, ils ne construisent pas le pays. Il prend l'argent du Togolais, il renvoie, il investit en Europe. On fait quoi pour le lui barrer la route, le chemin?